Le 10 octobre 2025, une vanne se ferme au Burkina Faso. Ce n'est pas seulement une coupure d'eau, c'est l'arrêt d'un système où, selon l'audit national, plus de 70% du débit servait des intérêts étrangers depuis des décennies, via des accords hérités. Alors, quand Ibrahim Traoré choisit la rupture, que devient la vie quotidienne, l'économie et le rapport de force avec ceux qui parlent de sanctions et d'isolement? Dans les semaines qui suivent, des ingénieurs locaux réparent, des villages s'organisent, les marchés se tendent et tout le Sahel retient son souffle. Ce récit promet une chose claire, comprendre ce que cette décision change réellement, au-delà des slogans et des réactions à chaud. En moins de 12 minutes, le lecteur saura distinguer ce qui relève du symbole politique, de l'impact matériel sur l'eau, l'économie et la stabilité régionale. L'enjeu dépasse une simple infrastructure hydraulique, car il touche à la capacité d'un État à rompre avec des accords anciens sans s'effondrer sous la pression extérieure. Pour le Burkina Faso, la fermeture de la rivière Sahel pose une question de survie économique, mais aussi de crédibilité politique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Pour les partenaires étrangers, elle remet en cause un modèle d'accès aux ressources longtemps considérées comme acquis. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme une figure isolée, mais comme le point de convergence d'attentes populaires, de contraintes techniques et de rapports de force internationaux. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'eau qui ne circule plus, mais la capacité du pays à transformer une rupture brutale en trajectoire viable. Comprendre ces enjeux permet d'évaluer si ce pari relève d'un calcul stratégique ou d'un risque systémique assumé. Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel alimentait des intérêts étrangers, selon l'audit national. Cette donnée, révélée après la décision, explique pourquoi la fermeture a immédiatement bouleversé les équilibres économiques et politiques du pays. Pendant des décennies, la gestion de cette ressource vitale s'est faite à travers des accords discrets, signés dès la fin des années 1940, qui ont transféré le contrôle opérationnel et les données hydriques à des entreprises européennes et américaines. Pour le Burkina Faso, cela signifiait une dépendance structurelle. L'eau coulait, mais les décisions se prenaient ailleurs. Ibrahim Traoré hérite de ce système opaque dans un contexte déjà marqué par l'insécurité et la fragilité économique. La mini-révélation ne concerne pas seulement le volume d'eau, mais aussi la perte de souveraineté informationnelle. Près de 80% des données climatiques et hydrauliques étaient stockées hors du pays, limitant toute planification autonome. Lorsque la vanne est fermée, cette réalité éclate au grand jour et transforme un geste technique en rupture politique assumée. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré ne surgit pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une accumulation de tensions, de constats internes et de frustrations populaires face à une exploitation perçue comme silencieuse mais durable. Ce contexte explique pourquoi une action aussi radicale a trouvé, malgré les risques, un écho immédiat au sein de la population. Sur le terrain, la fermeture de la rivière ne reste pas longtemps abstraite. Dès les premiers jours, des villages voient de la pression baisser dans les canalisations, des stations de pompage s'arrêtent et les autorités locales doivent improviser. Des ingénieurs burkinabés, souvent formés à l'étranger mais rarement placés en première ligne, deviennent des acteurs centraux de la transition. Ils évaluent les dégâts, identifient les points critiques et priorisent les réparations avec des moyens limités. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un décideur lointain que comme le déclencheur d'une chaîne d'action concrète. Dans certaines régions, des comités d'eau se forment spontanément pour organiser la distribution et éviter les pénuries aiguës. À Ouagadougou, les administrations découvrent l'ampleur réelle de la dépendance technique accumulée au fil des décennies. Un cas revient souvent dans les témoignages. Une station hydraulique laissée inachevée après le départ d'un opérateur étranger, remise en service en quelques semaines par une équipe locale. Ce succès partiel ne règle pas tout, mais il modifie la perception collective du possible. La fermeture n'est plus seulement un choc, elle devient un révélateur de capacités longtemps sous-utilisées. En clair, la rupture force le pays à agir par lui-même, immédiatement. Avant la fermeture,
la rivière Sahel suivait un cours apparemment stable. L'eau circulait, les contrats étaient respectés, et la dépendance restait largement invisible pour la majorité de la population. Les infrastructures semblent fonctionner, mais leur logique échappait au contrôle national. Les opérateurs étrangers assuraient la maintenance, collectaient les données et facturaient les services, tandis que l'État burkinabé se contentait d'un rôle de supervision formelle. Dans ce cadre, la question de la souveraineté hydraulique demeurait marginale, reléguée derrière des urgences sécuritaires et économiques plus visibles. L'activation survient le 10 octobre 2025. Ibrahim Traoré annonce la fermeture de la rivière Sahel sans phase de transition publique. En quelques heures, les flux sont interrompus, les contrats deviennent caducs et les partenaires étrangers découvrent l'ampleur de la décision. Les premières réactions sont immédiates. Déclaration de condamnation, menaces de sanctions, suspension de certaines activités industrielles liées à l'eau et à l'énergie. À l'intérieur du pays, l'information se diffuse rapidement, entre inquiétude logistique et sentiment de rupture assumée. Le point de bascule intervient dans les jours suivants. Les pénuries locales apparaissent dans certaines zones rurales, tandis que les villes font face à des perturbations de distribution. Les marchés réagissent, les prix de certains produits augmentent et la crainte d'un effondrement rapide gagne une partie de la population. Dans le même temps, l'État lance un audit national et mobilise des équipes techniques locales. Ce double mouvement, pression externe et réorganisation interne, crée un climat de tension permanente. Le climax se dessine lorsque les multinationales suspendent officiellement leurs opérations. Ce retrait brutal laisse derrière lui des infrastructures incomplètes et des systèmes partiellement dépendants de technologies externes. Pour beaucoup d'observateurs, ce moment marque le début annoncé d'une crise majeure. Pourtant, c'est aussi à ce stade que des réponses inattendues émergent. Des ingénieurs burkinabés reprennent des chantiers abandonnés, des collectivités locales mettent en place des solutions temporaires et des réseaux de solidarité se structurent. Les répliques se font sentir dans les semaines suivantes. L'économie ralentit, mais ne s'arrête pas. Les institutions ajustent leurs priorités, redirigent des ressources et expérimentent une gestion plus directe. Ibrahim Traoré devient le point de référence de cette séquence, à la fois symbole de la rupture et garant politique d'un processus encore fragile. La chaîne des événements ne conduit ni à un effondrement immédiat, ni à une stabilisation rapide, mais à une phase d'incertitude active où chaque décision amplifie ou atténue les effets de la fermeture. Cette succession d'activations, de chocs et de retombées installe durablement la décision dans le temps long, transformant un geste ponctuel en trajectoire politique et économique. Avant la fermeture, la rivière Sahel alimentait un système stable en apparence. Après, les premiers chiffres révèlent un basculement rapide des flux et des capacités. Cette transition peut se lire à travers 3 indicateurs clés issus de l'audit national et des premières semaines d'ajustement, sans extrapolation au-delà des données disponibles. D'abord, un premier chiffre ressort. Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel était destinée à des intérêts étrangers. Cela montre une captation structurelle de la ressource au détriment des usages nationaux. Ce chiffre explique pourquoi la décision a eu un impact immédiat sur les contrats, les opérateurs et les chaînes de valeur associées à l'eau et à l'énergie. Tant que ce pourcentage restait invisible, la dépendance paraissait abstraite. Une fois rendu public, il a redéfini la lecture de la fermeture, non plus comme une coupure arbitraire, mais comme une reprise de contrôle sur une majorité du flux. Pour les autorités, cette donnée justifie l'argument de souveraineté. Pour les partenaires étrangers, elle éclaire l'ampleur de la perte subie. Ensuite, un autre élément se détache. Environ 300 millions de dollars ont cessé d'être versés à l'étranger après la rupture. Ce montant correspond à des redevances et frais auparavant externalisés chaque année. Ce delta financier ne signifie pas une création immédiate de richesse, mais une rétention de liquidité dans un contexte de sanctions et de tensions. Il offre une marge de manœuvre limitée mais réelle pour financer des réparations urgentes et réorienter des priorités budgétaires. Dans un pays à ressources contraintes, ce maintien de capitaux devient un levier stratégique, même s'il ne compense pas la totalité des pertes économiques liées au retrait d'investissement. Enfin, un dernier repère important apparaît.
près de 60% du réseau hydraulique a été remis en service en moins de 8 semaines. Cela indique une capacité technique locale sous-estimée, mobilisable sans assistance extérieure. Ce résultat ne couvre pas l'ensemble du territoire ni l'intégralité des besoins, mais il marque un changement de rythme. Là où les observateurs anticipaient une paralysie prolongée, les équipes locales ont privilégié des solutions pragmatiques, parfois temporaires, pour rétablir l'accès à l'eau dans les zones critiques. Cette rapidité n'élimine pas les risques structurels, mais elle modifie le diagnostic initial d'incapacité. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent une trajectoire plus nuancée que les scénarios extrêmes. Ils montrent un passage d'un modèle de dépendance invisible à un état de transition mesurable, avec des gains partiels et des coûts persistants. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données pour défendre l'idée d'une rupture maîtrisable sans prétendre à une autonomie immédiate ou totale. La lecture quantitative ne tranche pas le débat politique, mais elle fournit un cadre factuel. Elle permet d'évaluer ce qui a effectivement changé, ce qui reste fragile et ce qui relève encore de projections. À ce stade, les chiffres ne racontent ni un effondrement, ni un succès définitif, mais une capacité d'ajustement rapide, sous contrainte, dont la durabilité reste à éprouver. Les critiques internationales de la fermeture de la rivière Sahel s'articulent autour de 2 arguments principaux, souvent présentés comme rationnels et difficiles à contourner. Le premier affirme que la perte soudaine des investissements étrangers et des opérateurs techniques expose le Burkina Faso à une spirale économique incontrôlable. Sans capitaux, sans expertise externe et sous menace de sanctions, le pays risquerait une contraction durable de son économie, une dégradation des services essentiels et une instabilité sociale accrue. Dans cette lecture, la rupture est jugée prématurée, car elle précède la mise en place de solutions alternatives pleinement opérationnelles. Le second argument insiste sur la vulnérabilité structurelle du système hydraulique et énergétique. Selon cette position, même si des réparations rapides ont été possibles, elles resteraient insuffisantes à moyen terme. Les infrastructures lourdes, la maintenance avancée et la gestion des données climatiques exigeraient des technologies et des compétences que le pays ne pourrait produire seul dans des délais raisonnables. La fermeture serait alors perçue comme un pari politique à court terme dont le coût réel apparaîtrait avec retard, lorsque les solutions provisoires atteindraient leurs limites. Ces arguments reposent sur des risques réels, et les autorités burkinabées ne les contestent pas frontalement. La réponse apportée par le camp favorable à la décision s'appuie toutefois sur des données observables depuis la fermeture. D'une part, la réhabilitation rapide, d'une part significative du réseau hydraulique, montre que la dépendance technique n'était pas totale. Elle révèle un potentiel interne qui, sans remplacer immédiatement l'expertise étrangère, réduit l'hypothèse d'un effondrement automatique. D'autre part, la rétention de ressources financières auparavant externalisées modifie l'équation budgétaire. Elle ne supprime pas les pertes liées aux sanctions ou au retrait d'investissement, mais elle offre un amortisseur temporaire, absent dans les scénarios les plus pessimistes. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette logique, accepter un risque élevé mais mesurable plutôt qu'une dépendance jugée permanente et structurelle. La confrontation entre ces 2 lectures ne produit pas de verdict définitif. Elle met en évidence une tension centrale. Le choix n'est pas entre sécurité et chaos, mais entre une continuité contraignante et une transition risquée. La question n'est donc pas de savoir si le Burkina Faso affronte des dangers, mais s'il dispose désormais de leviers suffisants pour les gérer sans revenir au modèle antérieur. Ce qui change réellement à mi-parcours n'est pas la quantité d'eau disponible, mais la perception des marges de manœuvre. Jusqu'ici, le débat opposait effondrement annoncé et héroïsme politique. Après quelques semaines, une 3e lecture émerge, celle d'un État contraint, mais capable d'apprendre vite sous pression. La fermeture de la rivière Sahel agit comme un stress test accéléré, exposant à la fois les failles héritées et les ressources internes longtemps sous-exploitées. Ibrahim Traoré se retrouve au centre de ce basculement narratif. Sa décision, initialement perçue comme un pari binaire, révèle un espace intermédiaire fait d'ajustements, d'improvisation et de compromis. Les données issues de l'audit et les réparations rapides
ne signifient pas une victoire, mais elles invalident l'idée d'une paralysie totale. Pour la première fois, le pays observe concrètement ce qui fonctionne sans assistance directe et ce qui reste hors de portée immédiate. Cette révélation modifie aussi le regard régional. Les voisins et partenaires potentiels ne voient plus seulement un geste de défi, mais un laboratoire de transition forcée. La question cesse d'être uniquement morale ou idéologique. Elle devient opérationnelle. Jusqu'où cette capacité peut-elle être étendue avant d'atteindre ses limites ? À ce point précis, la fermeture cesse d'être un événement isolé. Elle devient un processus avec ses gains partiels, ses coûts persistants et un avenir encore indécis. Pour l'État burkinabé, la fermeture de la rivière Sahel a d'abord signifié un choc de gouvernance. Les administrations ont dû reprendre en urgence des fonctions longtemps déléguées, depuis la collecte des données hydriques jusqu'à la priorisation des réparations. Cette reprise en main a révélé des failles organisationnelles, mais aussi une capacité d'arbitrage rapide sous contrainte. Les économies réalisées sur les flux financiers sortants ont offert un répit budgétaire limité, utilisé pour stabiliser les services essentiels. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces ajustements pour consolider sa légitimité interne, tout en assumant une exposition accrue aux pressions diplomatiques. Pour les entreprises, l'impact a été différencié. Les multinationales liées à l'eau et à l'énergie ont suspendu leurs activités, laissant derrière elles des chantiers inachevés et des contrats gelés. Ce retrait a entraîné des pertes d'emplois et une contraction de certains secteurs. En parallèle, des acteurs locaux ont émergé pour combler partiellement le vide, proposant des solutions techniques plus simples et adaptées au terrain. Ces initiatives restent fragiles, mais elles modifient la structure du marché en réduisant la dépendance à des opérateurs uniques et étrangers. Pour la population, les effets ont été immédiats et contrastés. Dans certaines zones rurales, les pénuries temporaires ont aggravé les tensions quotidiennes et renchéri le coût de produits de base. Ailleurs, la mise en place de comités d'eau et de solutions communautaires a renforcé la solidarité locale. Cette mobilisation n'efface pas les difficultés, mais elle transforme les citoyens en acteurs directs de la transition. Le rapport à l'État évolue, l'attente d'une prise en charge totale laisse place à une participation contrainte mais active. À l'échelle régionale, la décision a produit un effet d'observation attentive. Le Mali et le Niger, confrontés à des accords hydriques similaires, suivent l'expérience burkinabé sans l'imiter ouvertement. Pour certains gouvernements, la fermeture de la rivière Sahel devient un précédent à analyser plutôt qu'un modèle à reproduire. Elle introduit une incertitude nouvelle dans les équilibres régionaux sans provoquer de rupture immédiate. Ses conséquences, réparties entre institutions, acteurs économiques, citoyens et voisins, dessinent un paysage plus complexe qu'un simple succès ou échec. Elle montre que la décision a déplacé les coûts et les responsabilités, sans les faire disparaître. La question centrale devient alors celle de la soutenabilité de ces ajustements dans le temps. Dans un scénario de base, la situation reste tendue mais contrôlable. Le Burkina Faso parvient à maintenir un équilibre fragile entre sanctions extérieures et ajustements internes. Les réparations progressent lentement, les pénuries sont contenues sans disparaître, et l'économie avance à un rythme modeste. L'État consolide certaines fonctions reprises en main, mais demeure dépendant d'importations critiques. Dans cette trajectoire, la décision initiale ne provoque ni effondrement ni décollage, mais installe une transition longue, coûteuse et politiquement exigeante. Un scénario plus favorable repose sur une montée en compétences progressives. Les capacités techniques locales s'élargissent, les partenariats régionaux se renforcent, et les solutions énergétiques alternatives gagnent en crédibilité. Les ressources financières retenues sont réorientées vers des projets ciblés, améliorant la résilience des infrastructures. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré capitalise sur la stabilité relative pour transformer la rupture en levier de négociation, y compris avec des acteurs initialement hostiles. La souveraineté devient alors un processus graduel, appuyé par des résultats tangibles, même s'ils restent incomplets. Le scénario pessimiste, enfin, anticipe une intensification des pressions. Les sanctions se durcissent, les pénuries s'aggravent
et la capacité d'absorption de la société atteint ses limites. Les solutions provisoires montrent leur faiblesse, les tensions sociales augmentent et l'État se retrouve contraint de faire des concessions rapides pour éviter une crise majeure. Dans ce cas, la fermeture de la rivière Sahel apparaît rétrospectivement comme un pari trop coûteux dans un environnement international défavorable. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles peuvent se combiner ou se succéder. La variable déterminante n'est pas uniquement extérieure. Elle tient à la capacité des institutions à apprendre vite, à hiérarchiser les priorités et à maintenir un minimum de confiance sociale. Le choix stratégique ne porte donc pas sur la fin de la rupture, mais sur la manière de la piloter dans le temps. Pour une partie du public, cette séquence résonne comme une démonstration de courage politique face à des rapports de force longtemps figés. Elle montre qu'un État peut choisir la rupture, non sans coût, mais avec une marge d'action plus large qu'attendue. Pour ces lecteurs, l'expérience burkinabé invite à reconsidérer l'idée selon laquelle certaines dépendances seraient irréversibles, même lorsqu'elles sont anciennes et profondément ancrées. Pour d'autres, le cas du Burkina Faso agit plutôt comme un avertissement. Il rappelle que chaque décision de souveraineté comporte des effets secondaires immédiats sur la vie quotidienne, l'emploi et les prix. La fermeture de la rivière Sahel illustre à quel point les choix macropolitiques se traduisent concrètement, parfois douloureusement, pour les populations. Cette lecture met l'accent sur la nécessité d'anticiper, de préparer et de communiquer clairement avant toute rupture majeure. Un troisième groupe y voit un laboratoire utile pour penser l'avenir. Sans idéaliser la situation, il devient possible d'observer ce qui fonctionne sous contrainte extrême. La mobilisation locale, la réappropriation de compétences, la redéfinition des priorités publiques. Dans cette perspective, l'expérience portée par Ibrahim Traoré fournit moins des réponses définitives que des questions opératoires, applicables bien au-delà du Burkina Faso. Pour le lecteur, l'enjeu n'est donc pas de juger le geste comme héroïque ou imprudent, mais d'en extraire des enseignements transférables. Jusqu'où une société peut-elle absorber le choc d'une rupture? Quels mécanismes locaux permettent d'amortir la pression externe? Et surtout, quel coût est-on prêt à accepter pour réduire une dépendance jugée structurelle? Ces interrogations dépassent le cadre national. Elles concernent toute communauté confrontée à des choix entre stabilité contrainte et transition risquée. En ce sens, la fermeture de la rivière Sahel agit comme un miroir, renvoyant chaque lecteur à ses propres seuils de tolérance et à sa définition du possible. La transition engagée par la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions structurées, clairement identifiée et mesurable. La première étape consiste à consolider l'autonomie hydrique à court terme. Cela passe par la priorisation des zones critiques, la formation accélérée de techniciens locaux et la maintenance préventive des infrastructures déjà réhabilitées. L'objectif n'est pas l'autosuffisance totale immédiate, mais la réduction des risques de rupture brutale pour les usages essentiels. La deuxième étape concerne l'énergie et les données. La perte d'accès à certaines technologies impose un recentrage sur des solutions plus simples et décentralisées, notamment dans le solaire et la gestion locale de l'information hydrique. Reprendre le contrôle des données climatiques devient aussi stratégique que réparer les canalisations, car sans information fiable, aucune planification durable n'est possible. Ibrahim Traoré inscrit cette priorité dans une logique de souveraineté technique complémentaire de la rupture politique initiale. La troisième étape repose sur des partenariats régionaux ciblés. Coopérer avec des pays confrontés à des contraintes similaires permet de mutualiser des compétences, de sécuriser certains flux et de réduire l'isolement diplomatique. Cette coopération ne vise pas à recréer une dépendance, mais à élargir l'espace de négociation et d'apprentissage collectif. Enfin, la gouvernance constitue le socle de l'ensemble. Transparence sur l'utilisation des ressources, implication des collectivités locales et communication régulière sur les avancées et les limites sont indispensables pour maintenir l'adhésion sociale. Sans cette confiance, les ajustements techniques risquent de se heurter à une fatigue collective. Cette trajectoire ne garantit ni succès rapide, ni échec certain. Elle définit un cadre dans lequel la rupture peut être transformée en processus piloté plutôt qu'en choc subi. À ce stade, la question n'est plus de revenir en arrière, mais de savoir comment avancer
sans perdre l'équilibre. L'image qui revient plusieurs mois après la fermeture n'est ni celle des sanctions, ni celle des discours officiels. C'est celle d'une station hydraulique remise en marche par une équipe locale, la même évoquée au début, symbole discret d'une capacité longtemps ignorée. Ce lieu résume la trajectoire engagée, fragile, imparfaite, mais concrète. Il rappelle que la rupture n'a pas seulement déplacé des flux d'eau, elle a déplacé des responsabilités vers l'intérieur. Ibrahim Traoré reste associé à ce moment précis où un choix politique abstrait s'est transformé en réalité quotidienne. Pour certains, il incarne une audace nécessaire. Pour d'autres, un risque assumé aux conséquences incertaines. Mais au-delà des jugements, la séquence révèle une vérité plus profonde. La souveraineté n'est pas un état, c'est une pratique qui se construit sous contrainte. Ce rappel émotionnel ne glorifie ni ne condamne. Il souligne un fait simple. Une décision a forcé un pays à se regarder autrement, à mesurer ce qu'il pouvait faire seul et ce qu'il devait encore apprendre. La station réparée ne promet pas un avenir sans obstacle. Elle prouve seulement qu'un autre chemin existe, à condition d'en accepter le coût et la durée. Retenez ceci, la rupture n'efface pas les limites, elle les rend visibles. À la fin de cette trajectoire, la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être un fait isolé pour devenir un point de référence. Elle oblige à réfléchir autrement aux notions de dépendance, de risque et de choix collectifs. Le cas du Burkina Faso montre qu'une décision radicale ne produit pas une réponse unique, mais une série d'ajustements, de tensions et d'apprentissages successifs. Il ne s'agit pas d'un modèle prêt à l'emploi, encore moins d'une solution universelle. Ce qui compte, au-delà du geste initial associé à Ibrahim Traoré, c'est la discussion qu'il ouvre. Jusqu'où une société est-elle prête à aller pour reprendre le contrôle de ses ressources ? Quels sacrifices sont acceptables et à quelles conditions ? Ces questions ne concernent pas seulement les dirigeants ou les experts, mais l'ensemble des citoyens, confrontés aux effets concrets des choix politiques. Observer cette expérience invite à dépasser les réactions immédiates, qu'elles soient d'adhésion ou de rejet. Elle encourage à analyser, comparer et débattre avec nuance. Car dans un monde où les ressources, les données et les dépendances s'entremêlent, comprendre ces dynamiques devient un enjeu partagé. La réflexion reste ouverte, elle se nourrit de points de vue différents, d'analyses contradictoires et d'expériences comparables ailleurs. C'est dans cet échange que se construit une lecture plus lucide des ruptures contemporaines.